Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va vous expliquer en détail toutes les bases de l'éclairage en vidéo pour que vous puissiez prendre les meilleures vidéos possibles. Dans cette vidéo, on va vous donner beaucoup d'informations d'un coup, donc on vous invite vraiment à vous poser, prendre un café, un chocolat et pouvoir comme ça en profiter pleinement. Et pour commencer, le premier point très important sur l'éclairage en vidéo, c'est le fait qu'il y a 4 manières différentes de mesurer la lumière. En effet, on peut soit mesurer le flux lumineux, là en lumens, qui correspond à la quantité totale de lumière émise par une lampe dans absolument toutes les directions. Ça peut donc vous aider à savoir la puissance lumineuse de la lampe, mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que ça va être dans toutes les directions et pas uniquement dans la direction que vous souhaitez. Pour ça, il vaut mieux mesurer l'éclairement qui, lui, se mesure en lux et qui correspond au flux lumineux dont on vient tout juste de parler, mais uniquement ce qui a été reçu sur une surface d'1 mètre carré. Ça vous permet donc de savoir combien de lumière va recevoir votre sujet, par exemple, si vous l'éclairez avec votre lampe. Et c'est pour ça que la distance où la mesure est réalisée est toujours précisée. Si vous avez fait la mesure à 1 mètre ou à 4 mètres de la lampe, vous n'aurez pas le même résultat. Ensuite, il y a l'intensité lumineuse qui se mesure en candela. Et là, ça correspond au flux lumineux émis dans une direction donnée par unité d'angle solide. L'angle solide, c'est la surface d'une sphère qui est découpée par un cône qui part de son centre et que l'on divise par le carré du rayon du cône. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est donc la surface dans un angle donné et que l'on mesure le flux lumineux qui est émis dans cet angle et non pas celui qui est émis absolument partout. Ça permet donc d'être plus précis pour savoir par exemple dans un rayon très restreint combien votre lampe émet de lumière. Ensuite, il y a la luminance qui est en candela par mètre carré. Parfois, on entend également parler de nit. C'est exactement la même chose, mais maintenant, on est censé utiliser le candela par mètre carré. Et là, la luminance, ça correspond à la brillance d'une surface réfléchissante éclairée, c'est-à-dire combien de lumière est renvoyée par un objet. Donc la luminance, contrairement aux deux précédents points, c'est ce qui sert pour l'exposition en vidéo. Lorsque vous cherchez à faire votre exposition en vidéo, vous le faites par rapport à la lumière que renvoient vos objets. Par exemple, sur cette vidéo, ça va être la lumière que je renvoie moi de mon côté, mais également la lumière que renvoie le fond derrière moi. Maintenant, il n'y a pas que la quantité de lumière qui est intéressante lorsqu'on regarde une lampe, il y a également la couleur de la lumière qui est émise. En vidéo, on parle de température de couleur et c'est mesuré en Kelvin. Techniquement, ça correspond à la température de la lumière qu'émet un corps noir, c'est-à-dire que plus la source lumineuse est chaude et plus le blanc sera dans une couleur bleutée, et plus la température de la lumière émise sera basse, et plus à ce moment-là, la couleur sera jaune. Il y a plusieurs températures de couleur qui servent de référence, on n'est pas obligé de les suivre, mais ça donne une bonne idée des températures de couleur dans lesquelles on se retrouve. Par exemple, la lumière du jour est généralement à 5600 Kelvin, alors qu'une lumière d'intérieur en tungstène sera plus entre 2800 et 3200 Kelvin. Maintenant, la température de couleur, ça correspond très bien pour des lumières qui ont un spectre continu, c'est-à-dire par exemple la lumière du soleil, la lumière des lampes tungstène, puisque ce sont des corps noirs qui émettent de la lumière. Par contre, ça ne correspond pas du tout aux lampes qu'on utilise de plus en plus maintenant, comme par exemple la LED, qui a un spectre discontinu, c'est-à-dire que toutes les longueurs d'onde ne sont pas émises. Et à ce moment-là, on ne peut plus parler de température de couleur, puisque la manière de la mesurer avec la courbe de Planck n'est pas possible. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on parle de température de couleur corrélée. Pour vous, ça correspond exactement à la même chose, puisqu'on va parler à nouveau en Kelvin avec le même type de référence. Et assez régulièrement, on va parler de température de couleur pour simplifier, mais c'est en réalité une température de couleur corrélée, puisqu'on se base sur une approximation pour donner cette température de couleur. Puisque justement, les lampes qui n'ont pas la capacité de produire tout le spectre lumineux, eh bien elles vont avoir des qualités d'émission différentes. Certaines vont émettre une partie des longueurs d'onde, mais pas les autres, et à ce moment-là, le gros souci, c'est que s'il manque trop de longueurs d'onde dans un type de couleur, eh bien vous risquez de ne pas pouvoir les rendre correctement à l'image, et donc vous pouvez avoir des variations de couleurs qui apparaissent, des difficultés à avoir de belles carnations, donc avoir des teintes de peau esthétiques sur vos images. Et donc pour éviter ça, il y a différentes mesures qui ont été créées pour indiquer la qualité de couleur des lampes qui sont mises sur le marché. Le premier système de mesure, c'est l'indice de rendu des couleurs. On le simplifie souvent en IRC, parfois vous verrez également CRI, c'est le même nom mais en anglais. C'est un indice qui a été créé en 1964 pour déterminer la qualité de la lumière pour de l'éclairage classique, pas spécifiquement pour la vidéo, et qui base son point de repère d'analyse sur la vision humaine. L'IRC de base analyse 8 couleurs différentes, 8 couleurs pastel. Il compare la couleur observée avec l'éclairage par rapport à la couleur théorique qui devrait être obtenue. Il en fait une note pour chaque couleur et la moyenne donne la note de l'IRC. La moyenne des 8 couleurs est donc notée de 1 à 100 et l'unité c'est le RA pour R average, autrement dit R moyen.
Mais le gros problème de cette mesure, c'est que 8 couleurs c'est très faible, il manque beaucoup des couleurs très utiles en vidéo, et donc plus tard il y a une nouvelle version de l'IRC qui a été créée, qui est l'IRC étendu, où là on passe à 15 couleurs d'analyse. Malheureusement, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de constructeurs qui vont uniquement vous indiquer l'IRC classique et pas l'IRC étendu, qui lui aussi est une moyenne qui se note de 1 à 100. Simplement, là, l'unité, c'est le RE pour R Extended, donc R étendu, puisque les couleurs sont nommées R1, R2, R3, etc. jusqu'à R15 pour l'IRC étendu. Et c'est beaucoup plus intéressant d'avoir les données de l'IRC étendu que de l'IRC classique, puisque vous avez par exemple le R9 qui se trouve uniquement dans l'IRC étendu et qui correspond à un rouge vif qui est extrêmement important pour les teintes de peau. Et souvent avoir le niveau de ce fameux rouge, ça permet de mieux savoir si la lumière sera qualitative pour filmer des sujets humains ou non. Maintenant, l'autre problème de cet indice, c'est que comme c'est une moyenne, vous avez juste une information globale, vous n'avez pas l'information couleur par couleur. Donc s'il y a une couleur qui pêche et toutes les autres qui sont très bien, vous ne le saurez pas du tout et vous aurez un déséquilibre dans vos images qui posera probablement souci pour l'étalonnage. Donc c'est pour ça que c'est intéressant quand vous pouvez avoir les données couleur par couleur de les récupérer, c'est beaucoup plus précis. Maintenant, ça reste quand même limité avec seulement 15 couleurs, donc il y a un autre indice qui a été créé, l'indice TLCI 2012, qui est souvent résumé en TLCI et qui correspond à Television Lighting Consistency Index. Comme ça, vous entendez mon superbe accent anglais dans la vidéo, c'est génial. L'intérêt de cet indice, c'est que comparé à l'IRC, il a vraiment été pensé pour la vidéo et même pour la LED, donc ça correspond beaucoup plus aux besoins actuels puisque c'est vraiment la LED qu'on retrouve de plus en plus. Étant donné que l'analyse, cette fois-ci, elle n'est plus faite avec un point de vue d'observation de la vision humaine, mais avec comme point de vue de référence une caméra numérique de studio. Cette fois-ci, l'analyse se base sur 18 couleurs beaucoup plus variées que sur l'IRC, donc c'est plus intéressant. Encore une fois, la note est sur 100, c'est une moyenne, donc on retrouve la même problématique d'avoir accès aux informations couleur par couleur qui reste très intéressant. Dans tous les cas, c'est beaucoup plus précis que l'IRC vu qu'il y a 18 mesures et non pas 15 pour la version étendue ou même 8 pour la version classique. Par contre, l'avantage de cet indice, c'est aussi son inconvénient, puisque la caméra numérique de studio qui est utilisée justement pour la référence, eh bien c'est une caméra tricapteur. Donc c'est encore utilisé de nos jours dans certains studios de télévision notamment, mais ça ne sert plus du tout pour tout ce qui est cinéma, prise de vue, de fiction, ou même dans ce que vous utilisez dans vos appareils photo hybrides. On a des capteurs CMOS avec une matrice devant, c'est donc un système complètement différent, et du coup l'analyse, eh bien, elle n'est pas du tout pensée pour vos types d'appareils. Donc ça, c'est un des premiers problèmes de cette mesure. En plus de ça, l'autre inconvénient, c'est qu'elle est limitée au Rec 709, c'est-à-dire l'espace colorimétrique standard lorsque vous filmez tel quel en prenant un appareil par exemple. Mais du coup, vous n'avez pas d'informations pour du DCI-P3 par exemple, donc un espace de couleur plus étendu, un gamut plus important, ce que l'on a maintenant dans la quasi-totalité des appareils qui sortent aujourd'hui. Donc cet indice, même s'il a fait des belles avancées pour essayer de vraiment s'intéresser à la question de la vidéo, il reste encore très limité et il y a donc un troisième indice qui répondra à beaucoup plus de vos besoins, même s'il n'est pas parfait. Et c'est le SSI pour Spectral Similarity Index, qui compare cette fois-ci les différences d'une lampe avec une source qui émet un spectre continu. Par exemple le soleil pour de la lumière du jour ou alors une lumière tungstène halogène pour de la lumière intérieure. À nouveau, la référence est la vision humaine et la note est basée de 1 à 100. Ça permet donc une comparaison qui est beaucoup plus fiable puisqu'on se base sur le spectre complet de la lampe et pas uniquement sur quelques valeurs de référence comme l'IRC ou le TLCI. En plus de ça, comme on ne prend pas comme référence une caméra spécifique mais la vision humaine, ça reste quand même bien plus intéressant puisque des caméras, il y en a des dizaines et des dizaines de modèles différents et chacun a une manière différente d'interpréter la lumière. Donc prendre comme référence la vision humaine, ça permet d'avoir quelque chose qui soit le plus juste possible à ce niveau-là. Et en plus, l'analyse est faite à différentes températures de couleur, c'est-à-dire que vous allez avoir l'analyse pour du 3200 degrés Kelvin, donc pour de la température plutôt tungstène, et de l'analyse à 5500 degrés Kelvin pour de la lumière du jour. Ça permet donc d'avoir une vision beaucoup plus précise de la qualité de vos éclairages, puisque ça prend en référence les deux valeurs sur lesquelles on est le plus souvent, à savoir l'éclairage extérieur et l'éclairage intérieur. Et ça a été développé par l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, que vous connaissez probablement déjà, même si vous n'avez peut-être pas entendu ce nom, puisque ce sont eux qui tous les ans font les Oscars. Donc pour le coup, ça a vraiment été pensé pour les besoins vidéo qu'on peut rencontrer sur des tournages réels, contrairement à l'IRC et le TLCI qui ont été pensés pour des besoins que l'on rencontre peu sur des tournages de fiction, de clips, de courts-métrages, etc.
Pour la notation, par contre, contrairement à l'IRC et le TLCI, où souvent une note entre 90 et 100 est vraiment bonne, et beaucoup de lampes sont actuellement capables d'aller au-delà de 95 sur l'IRC et le TLCI, ici, une bonne notation va commencer à 80 pour du tungstène, 75 pour de la lumière du jour, et ça va aller jusqu'à 90 pour les meilleures lampes qui existent actuellement sur le marché. L'intérêt, c'est que ça laisse encore de la marge pour pouvoir mesurer les évolutions qu'il peut y avoir sur de la lumière. Et on le voit bien, avec des scores qui sont plus faibles que l'IRC et le TLCI, on peut voir des différences qu'on ne voit pas habituellement sur ces deux valeurs-là, puisque l'IRC et le TLCI, comme ce sont que quelques valeurs, les constructeurs peuvent se concentrer sur ces valeurs-là pour qu'elles soient excellentes et cacher des problèmes autres dans leur lumière. L'inconvénient du SSI pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de constructeurs d'éclairage qui communiquent justement sur le SSI de leur lampe. Un autre point important sur l'éclairage en vidéo, c'est la chauffe. Il est régulier que les lumières finissent par chauffer, puisque comme on l'a dit, pour les corps noirs, il faut chauffer la lampe pour justement qu'elle puisse émettre de la lumière. Donc là, les problèmes de chauffe peuvent être importants, puisque ça va limiter la durée de vie de la lampe, en plus de limiter la durée d'utilisation sur un tournage, puisque si elle chauffe trop, il va falloir la laisser refroidir. Actuellement, c'est très bien géré sur de l'éclairage professionnel. Sur de l'éclairage plus grand commerce, pour monsieur tout le monde, vous allez avoir des gros problèmes à ce niveau-là. Et puis surtout, pour pouvoir gérer ça, même sur de la lumière professionnelle, il est régulier que vous ayez des ventilateurs qui soient dans votre matériel. Ça permet donc de contrôler la chauffe, par contre ça crée un petit bruit supplémentaire, donc il faut faire attention au moment des prises de son à ce que ça ne vienne pas vous gêner avec un bruit de fond qui est indésirable. Et puis un autre point très important à prendre en compte, c'est la consommation électrique de vos lampes, puisque selon le type de lampe que vous allez utiliser, vous avez des consommations électriques qui vont être très différentes et qui vont donc impacter le système électrique que vous allez utiliser sur vos tournages, puisque sur de petites consommations, vous pouvez vous mettre sur le secteur, il n'y a aucun souci. Sur des consommations très importantes, vous allez faire sauter les plombs, donc là il faut des systèmes spécifiques. Il va donc être nécessaire de privilégier un type de lampe plutôt qu'un autre selon vos besoins. Et justement, parmi les différents grands types de lampes, le premier qui est vraiment le plus utilisé actuellement sur des petits tournages, ça va être la LED. La LED, ça a beaucoup d'avantages pour des petits tournages puisque c'est assez peu onéreux, ça chauffe assez peu, ça prend peu de place, peu de poids et assez généralement, ça consomme très peu. Quand on dit que ça consomme très peu, c'est que le rendement lumineux par rapport à l'électricité nécessaire est vraiment très optimisé. En plus de ça, la plupart des LED sont maintenant bicolores. Vous avez donc la possibilité de régler la température de couleur précisément pour vous adapter par exemple à d'autres sources lumineuses qui pourraient être dans votre plan, y compris de la lumière naturelle comme du soleil. Et certaines LED sont même RGB, donc vous allez pouvoir régler complètement toutes les couleurs, générer du rouge, du vert, du bleu, du jaune, ce que vous voulez. Et à ce moment-là, donner un look très particulier à votre scène. Ça peut être très utile pour esthétiser par exemple une présentation de produit ou pour créer une ambiance boîte de nuit ou quoi que ce soit d'un peu spécifique que vous auriez envie de créer. L'inconvénient des LED par contre, c'est que le spectre est incomplet et donc vous avez des qualités de couleurs très variables selon les lampes que vous allez utiliser. C'est pour ça que les différents indices dont on vient de vous parler sont très importants. Et donc sur des tournages avec de gros budgets, il arrive encore régulièrement que la LED ne soit pas du tout utilisée, puisque les inconvénients des autres types de lampes sont moins problématiques sur ce type de tournage. C'est le cas notamment pour les lumières tungstène. Alors maintenant en vidéo on utilise quasiment que du tungstène halogène. Le tungstène c'est ce qu'on retrouvait il y a un petit peu de temps maintenant, mais qu'on peut encore retrouver parfois dans certaines maisons, qui sont des lumières qui émettent à 2800 Kelvin au lieu d'émettre à 3200 Kelvin. Pour le tungstène halogène, globalement, vous pouvez résumer à tungstène, hein, tout le monde comprendra, mais quand on vous dit qu'une lumière est à 3200 Kelvin, c'est obligatoirement du tungstène halogène et pas juste du tungstène, puisque à 3200, le filament fondrait. L'avantage, c'est donc que vous pouvez avoir un excellent rendu colorimétrique avec une température de couleur de 3200 Kelvin. Par contre, ça chauffe beaucoup, ça consomme énormément d'électricité, et c'est donc souvent réservé à des tournages plutôt conséquents, puisqu'il faut pouvoir gérer tous ces inconvénients qui, sur du petit tournage indépendant, sont souvent assez embêtants. Ensuite, il y a les HMI qui ont un énorme avantage comparé au tungstène halogène, c'est que là, vous avez un bien meilleur rendement lumineux, on est souvent sur un rendement de 3 à 4 fois supérieur, et comme la température de couleur va être à 5600 Kelvin, c'est là beaucoup plus adapté pour des tournages en extérieur, puisque vous pouvez composer avec la lumière du soleil et des HMI. Par contre, l'inconvénient principal, c'est le poids qui va être vraiment très important, surtout que vous allez avoir besoin d'un ballast et d'un amorceur pour pouvoir fonctionner avec ce type de lampe. Donc ça va alourdir complètement votre configuration de tournage et c'est pour ça qu'à nouveau, les HMI, c'est plutôt utilisé pour des gros tournages. Et pour finir, il y a la directivité du faisceau qui est primordiale à prendre en compte pour bien comprendre comment est-ce qu'on peut bâtir un éclairage.
Il y a 4 grands types de directivité. Il y a tout d'abord la lumière dirigée qui est générée par une source ponctuelle. Ça va créer de fortes ombres portées, donc des ombres derrière vous, mais également des ombres sur votre sujet. Ça crée également de forts contrastes, donc c'est des lumières qui vont donner des ambiances très fortes et qui correspondent souvent plus à des ambiances dramatiques pour des tournages. À l'opposé, vous avez la lumière diffusée qui est générée par une grande source lumineuse par rapport à la taille de votre sujet et qui génère peu de contraste et des transitions assez douces avec les zones d'ombre. Ça va vous permettre comme ça de déboucher certaines ombres, mais également d'avoir une lumière plus felateuse sur des personnes. Et après, vous avez la lumière semi-dirigée, donc des grandes sources mais avec un faisceau plutôt restreint, et la lumière semi-diffuse qui est générée par une source lumineuse avec une grande surface placée très loin d'un sujet. Les deux types de lumière peuvent être un petit peu confondus dans leur rendu puisque c'est un petit peu similaire. Ça va donner globalement un rendu moins violent que la lumière complètement dirigée ou complètement diffuse. C'est important de comprendre tout ça puisque c'est en mélangeant des lumières dirigées et des lumières diffuses, semi-diffuses, etc. que vous allez pouvoir bâtir un éclairage intéressant avec des zones d'ombre qui génèrent du relief mais qui restent contrôlées pour ne pas être trop fortes et pas complètement boucher certaines zones de votre image. Maintenant, il est très important de mettre toutes ces notions en pratique pour bien comprendre tout ça puisque c'est en mélangeant toutes ces sources et en faisant des tests que vous verrez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur des plans. Si vous voulez approfondir le sujet, on vous invite vraiment à lire le guide pratique de l'éclairage aux éditions Dunode. Bonne journée à toutes et à tous!